Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une source assez particulière, la démonologie ou Histoire des démons et des sorciers. C'est de Walter Scott et on utilise la traduction française de 1832. Oui, un texte fascinant. L'idée, c'est de voir comment Scott, déjà au début du 19e, essayait de comprendre ses croyances populaires. Démons, sorciers, fées, tout ça. Exactement. Et ce n'est pas juste une collection d'histoires, hein. Il tente vraiment une analyse. Le traducteur parle même de philosophie historique. Ah oui, c'est intéressant comme terme. En fait, Scott cherche l'origine de l'opinion générale sur le surnaturel. Comment des apparitions, peut-être accidentelles, des illusions des sens ou même des états un peu maladifs, ont pu alimenter tout ça au fil du temps. D'accord. Une approche assez critique pour l'époque. Tout à fait. Il cherche à comprendre le pourquoi derrière la croyance. Alors concrètement, comment il s'y prend face à toutes ces histoires d'apparitions, de fantômes? Il commence par suggérer que beaucoup pourraient avoir une explication, disons, rationnelle. Il explore comment nos sens, la vue, l'ouïe, peuvent nous tromper. Surtout dans certaines conditions, j'imagine. Oui, voilà, fatigue, maladie ou même une forte tension émotionnelle. Il prend l'exemple célèbre de Brutus qui voit le spectre de César. Ah oui, juste avant la bataille décisive. C'est ça. Et Scott dit c'était sans doute lié à son état d'agitation extrême. Ou encore, il cite un médecin à Berlin, Nicolai, qui voyait des fantômes. Partout dans son appartement? Et apparemment, les visions ont cessé après une saignée, ce qui suggère une cause physique. Intéressant. Il a des exemples plus personnels aussi, non? Oui, il parle d'un ami médecin, le docteur Gregovi, qui souffrait de cauchemars très intenses, les fialtes. Scott relie ça à des possibles désordres physiques, donc le corps lui-même peut générer des expériences qui semblent surnaturelles. Ok, donc il applique cette grille de lecture rationnelle. Mais il ne s'arrête pas là, il regarde aussi les textes anciens, la Bible par exemple. Effectivement, il se penche sur l'histoire de la sorcière d'Andorre qui invoque Samuel pour Saül. Il ne donne pas une seule réponse, mais il expose les différentes interprétations possibles. Est-ce que c'était une supercherie? Mhm, Une intervention divine ou démoniaque? mhm. Une illusion? Il laisse la question ouverte en quelque sorte. Oui, mais ce qui est peut-être encore plus frappant, c'est comment il connecte tout ça aux mythologies païennes. C'est-à-dire, il explore les mythes du Nord, scandinaves, germaniques et aussi celtiques. Il remarque qu'avec l'arrivée du christianisme, les anciennes divinités, les esprits de la nature, tout ça, ils n'ont pas juste disparu. Ils ont été transformés, hein. Exactement. Ils sont souvent devenus des fées, des lutins, parfois même des démons dans le nouveau système de croyance. C'est une sorte de recyclage mythologique, si on veut. Et il y a des exemples précis de ça. Oui, il parle de Thomas de Rhymer, ce poète écossais légendaire qui aurait passé du temps à Elfland, le royaume des fées. C'est un exemple parfait de cette interaction entre le monde humain et ce monde surnaturel hérité des anciennes croyances. D'accord. Mais Scott, il ne reste pas que dans les mythes et les théories, n'est-ce pas? Il va voir les archives, notamment en Écosse. Et là, ça devient très concret. Tout à fait. C'est là qu'on voit comment ces croyances étaient vécues et parfois jugées. Il se plonge dans les procès pour sorcellerie et l'Écosse en a connu beaucoup. Comme le cas de Bessie Dunlop. Oui, en 1576, c'est très détaillé. Elle affirmait recevoir des conseils, surtout pour guérir les gens, d'un certain Tom Reid. Et qui était ce Tom Reid? Alors, c'est là que ça devient étrange. C'était un homme mort des années plus tôt, à la bataille de Pinkie. Une bataille bien réelle. Mort, mais vivant ailleurs. Selon Bessie, oui, il vivait à Elfland, à la cour des fées. Elle décrit leur rencontre, les choses qu'on lui proposait, mais elle insistait toujours sur le fait qu'elle refusait de renier sa foi chrétienne. Ça montre une vraie complexité psychologique et morale, en fait. Absolument, ce n'est pas juste du folklore simplet, c'est un mélange de traditions, de pratiques de guérison et de dilemmes personnels très forts. Et il y a d'autres affaires qui montrent aussi la dimension sociale de tout ça. Ah oui, l'affaire impliquant Hector Monroe et la famille Fowles, vers la fin du XVIe siècle. Là, c'est un vrai sac de nœuds. Qu'est-ce qu'on y trouve? Des accusations de sorcellerie, bien sûr, mais aussi d'empoisonnement, d'utilisation de figurines d'envoûtement en argile. Le grand classique de la sorcellerie, quoi. Voilà. Mais Scott montre très bien que tout ça s'inscrit dans un contexte de rivalité familiale féroce, de lutte pour le pouvoir, de querelles bien humaines. Donc la sorcellerie comme une arme dans des conflits sociaux. Exactement. Les accusations n'étaient pas toujours juste de la superstition pure, elles pouvaient être utilisées très concrètement dans des conflits bien terrestres. Scott ancre ses croyances dans des réalités sociales et personnelles très tangibles. Bon, alors, si on devait résumer, quel est l'apport principal de cette démonologie de Scott, finalement?
Son grand mérite, je pense, c'est cette perspective étonnamment nuancée pour son époque. Il mélange la recherche historique, une sorte d'analyse psychologique avant l'heure et une enquête assez rationnelle. Pour comprendre pourquoi ces croyances au surnaturel persistent. Oui, il montre comment l'inexpliqué, que ce soit lié à des phénomènes naturels qu'on ne comprend pas bien, à des troubles psychologiques, à des illusions ou même à des manipulations, a toujours été un terrain fertile pour l'imagination et pour construire des systèmes de croyances complexes. C'est une approche très moderne en un sens. Relativement, oui. Il essaye de démêler les fils. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion. Scott utilisait les outils de son temps, la raison, la science naissante, pour analyser les mystères du passé. Hmm. On pourrait se demander comment nos propres explications actuelles pour l'étrange, l'inexpliqué, qu'elles soient psy, sociaux ou même basées sur la physique quantique parfois, comment elles seront vues dans, disons, 200 ans. Ah, c'est une excellente question. Est-ce qu'on les verra comme l'aboutissement ultime de la raison ou juste une autre étape dans notre tentative de comprendre ce qui, peut-être, nous dépasse toujours un peu? Une pensée intéressante pour conclure, en effet. Ça remet nos certitudes en perspective.